Bonjour à tous. C'est rare que je vois l'amphithéâtre aussi plein, effectivement. IA et architecte et avocat, c'est un grand succès. Beaucoup de pression pour nous, pour effectivement vous parler. Alors, je suis avocat, je suis juriste, et en plus, je vous parle un peu de la technique, de comment fonctionne l'IA. Donc, je vous remercie effectivement d'être relativement bienveillant à mon égard. Donc Pierre Langlais, avocat au barreau de Nantes. Et Laurent Lescoff, professeur à l'école d'architecture de Nantes. Alors, on va démarrer par un fait tout à fait extraordinaire. C'est vrai que tout a démarré, on peut dire, d'une façon publique le 30 novembre 2022. Le 30 novembre 2022, ChatGPT a été révélé d'une certaine manière au public. Et on voit qu'en 5 jours, il y a eu 1 million d'utilisateurs, ce qui est un fait tout à fait extraordinaire, puisque quand on compare avec d'autres plateformes, on voit que ce chiffre, enfin ce score a été atteint pour Facebook en 10 mois, pour Airbnb par exemple en 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'on a eu quelque chose qui a vraiment explosé dans la société et qui a créé un effet particulier qui est celui de réinterroger finalement chacune de nos pratiques, chacune de nos positions, presque notre intégrité personnelle en regard de ce phénomène. On a une différence qui existe entre quelque chose qui est de l'ordre de la transmission, qui passe par les institutions, par les écoles, par les ordres, etc., qui se réfléchit et qui petit à petit va se diffuser et qui sert de référence également par rapport à l'ensemble des citoyens, et un fait comme celui-ci qui arrive très brutalement dans la société et qui oblige chacun, alors de façon personnelle mais aussi de façon professionnelle, à se demander quels seront les effets. Alors, si on donne une petite perspective historique, c'est vrai que pour les spécialistes de la spécialisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque en fait l'origine date de cette conférence de Dartmouth en 1956, où un petit groupe de chercheurs s'est posé la question de savoir s'il était possible finalement d'essayer de faire fonctionner des machines à la manière d'un cerveau humain. Leur idée n'était pas, et ça je pense que c'est important de le rappeler, de créer une intelligence. Et il y a toujours une ambiguïté avec le terme anglais intelligence, qui est traduit un peu réutilisé littéralement en français, mais c'était de faire une machine qui puisse opérer des formations, enfin des calculs complexes et répondre à des questions un peu sophistiquées. Alors par rapport à ça, c'est vrai que il faut peut-être dans un premier temps se débarrasser ou écarter. Vous avez évoqué le fait d'interroger est-ce que c'est intelligence artificielle ou est-ce que c'est augmenté, et c'est vrai que l'on peut se demander si même le terme intelligence doit rester dans notre horizon dans un premier temps et plutôt évoquer le terme de compétence. Ce qui permet également de se dire que, et là on évacue, et je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire avec Pierre, essayer d'évacuer un certain nombre d'obstacles qui nous empêchent de réfléchir le problème. Le premier obstacle, c'est évidemment celui de l'intelligence, en disant que est-ce que la machine est intelligente elle-même? En fait, ça n'est même pas sa prétention. Donc, c'est le regard que nous portons sur les résultats produits par l'ensemble des opérations qui, à notre goût, à notre jugement, sont pertinents ou ne sont pas pertinents. J'aime bien prendre l'exemple de Thomas Young. Vous savez, quand on va au parc et on regarde les canards nager dans une mare, on se dit, chacun, enfin, en tout cas, moi je vais vous dire, tiens, les canards nagent dans la mare. Thomas Young, quand il voit les canards nager dans la mare, il dit, ah, c'est comme ça que je vais pouvoir définir effectivement le système ondulatoire de la lumière. Vous voyez, donc, et de la même façon, on pourrait prendre Fleming. Fleming, quand il voit des miettes de pain sur sa paillasse, il n'appelle pas la femme de ménage en disant, ou lui-même pour nettoyer, mais il va dire, ah, c'est grâce à ça que je vais lancer la pénicilline. Et en fait, on est un peu dans le même système avec l'IA, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'influx, finalement, de choses qui vont nous arriver, et à nous, à partir de là, d'en juger la pertinence. Alors, si on regarde la temporalité des choses, effectivement, on est sur une histoire qui se développe depuis les années 50 et qui arrive jusqu'à maintenant, et puis qui voilà. Et qui
à deux périodes particulières, et c'est intéressant de connaître ça, puisque en fait, on a pu aussi fréquenter ce qui s'est passé auparavant. Il y a cette première période que l'on appelle connexionniste, où l'idée c'était d'essayer de reproduire le cerveau humain, et puis de tenter de retrouver les circonvolutions. Et puis on a vu que ça ne marchait pas, c'est un premier hiver de l'IA, et ensuite on est passé dans ce que l'on appelle l'IA symbolique, et là on est plutôt dans ce que l'on appelle les systèmes experts, et ça on les a manipulés les uns les autres. Et puis il y a ce nouveau basculement qui arrive, où on retourne vers l'IA connexionniste. Alors si on peut faire la différence, c'est vrai que entre l'un et l'autre, quand on est dans l'IA symbolique, on va être dans quelque chose dont on va peut-être pas exactement saisir ce qui se passe en profondeur. Alors que avec les systèmes experts, on va savoir précisément ce que l'on met dedans, comment est traitée l'information et comment elle va ressortir. Donc c'est ça qui nous permet déjà de faire la distinction et de savoir que très souvent on utilise le terme IA pour plutôt décrire des systèmes experts. Donc finalement des anciens modèles, et puis finalement disons qualifier de façon un peu trop globale et un peu trop générale ce qui, en tout cas chez les spécialistes, sont des choses bien différentes. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que tout ça c'est en train de fusionner et de se réarticuler, si bien que l'espèce de distinction que j'essaie d'opérer va de nouveau s'entremêler et devenir un peu plus complexe. Alors, donc vous l'aurez compris, effectivement, rien de nouveau sous le soleil. Finalement, l'IA était déjà dans les tuyaux depuis très très longtemps. Ce qui a vraiment changé la donne, effectivement, c'est ce que disait Laurent, c'est l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022. Finalement, parce qu'on a fini par voir l'IA sous nos yeux. C'est-à-dire qu'effectivement, avec cette capacité générative de texte, d'un seul coup, on s'est dit « Ah ouais, il y a quelque chose là, effectivement, c'est concret ». Je dirais, tant qu'effectivement c'était dans les laboratoires et qu'on ne le voyait pas, on avait du mal à imaginer effectivement ce que pouvait être l'IA. Donc c'est vraiment ce qui fait vraiment la différence. Au même titre que pour les images, effectivement, aujourd'hui, la capacité de générer des images qu'on voit sous nos yeux. Sous nos yeux, on le voit effectivement, et là on se dit effectivement, c'est comme si quelqu'un me parlait en face, et puis finalement, va avoir la même réaction. Donc, comme un illustrateur fait une image, ou comme un avocat ou un architecte va parler, écrire, et va écrire. C'est ça vraiment qui fait la différence. C'est ce qui d'ailleurs fait que souvent on parle effectivement l'intelligence artificielle, on parle effectivement de mot intelligence, moi aussi je vais revenir là-dessus, effectivement j'ai un petit problème avec ce mot d'intelligence, parce que à la fois il reflète bien le fait que il faut en tenir compte dans le cadre de nos pratiques, architecte, avocat, parce qu'effectivement, il y a quelque chose derrière qui est très fort et qui va changer nos pratiques, mais en même temps, c'est assez faux, parce que finalement, c'est pas de l'intelligence au sens humain, en fait. Je vais revenir là-dessus. On est quand même sur quelque chose qui est quand même plus probabiliste, entre guillemets, qu'intelligence humaine au sens intelligence, au sens du mot. Alors, on a deux types de familles aujourd'hui qu'on voit en matière d'intelligence artificielle. On a ce qu'on appelle les modèles de langage, qu'on appelle les LLM, qui génèrent du texte. Donc effectivement, ça va être ChatGPT qu'on connaît bien. Il va y avoir Gemini, par exemple. Chez Copilot, on va retrouver effectivement également un LLM, Copilot, le LLM de Microsoft, Claude d'Anthropic, etc., etc. Donc effectivement, ces LLM, ce sont, je dirais, des modèles algorithmiques et logiciels créés qui permettent effectivement de générer, je dirais, sur requête, en automatique, du contenu de texte. Vraiment, ça va être le premier modèle de langage, LLM, pour faire du texte. On a un deuxième type de modèle, ce sont les modèles de diffusion, qui pour le coup, eux, ne génèrent pas du texte, mais vont générer des images ou de la vidéo. Je pense notamment à Midjourney ou Confai.ui ou Sora, qui effectivement vont générer de l'image ou de la vidéo en automatique sur requête. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Alors, le modèle algorithmique et logiciel, vous dire comment il fonctionne, c'est là tout de suite où je dirais ma précaution oratoire de départ, ça va être difficile effectivement de vous expliquer. Mais toujours est-il, ce modèle algorithmique et logiciel, ce qu'il faut retenir,
c'est qu'il est entraîné sur une quantité absolument considérable de données, en fait. C'est-à-dire que le modèle d'IA ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un apprentissage, un entraînement sur énormément de données. C'est-à-dire. Donc en résumé, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Si j'enlève les données, je n'ai pas d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment le nœud du sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, sans données, pas d'intelligence artificielle. Donc on fait tourner effectivement ces modèles LLM ou modèles de diffusion sur les données très longtemps, effectivement, et je vais vous expliquer en quoi ça consiste derrière. Donc la donnée, l'enjeu de la donnée est essentiel. Alors, il est essentiel à plein de niveaux. Par exemple, on parle souvent d'hallucination. Vous savez, c'est l'une des craintes de se dire j'utilise une IA et puis finalement elle hallucine. Alors nous, chez les avocats, cette capacité à sortir des jurisprudences parfaites qui correspondent à notre cas, qui n'existe pas. Je reviendrai dessus pour vous expliquer effectivement pourquoi il y a ça, parce qu'on est dans un système probabiliste, c'est-à-dire que l'IA fonctionne autour de données et va donner un résultat en fonction, je dirais, des données sur lesquelles elle a été amenée à traiter. Et c'est un système probabiliste, et le modèle est fait pour donner une réponse. Donc finalement, s'ils n'ont pas de données qui correspondent à la réponse, par exemple à 99%, s'ils ont un résultat qui est à 0,5, ils donneront le meilleur qui est 0,5. Donc ils vont halluciner, donc ils vont donner un mauvais résultat, donc ça ne sera pas juste là-dessus. C'est de la probabilité, ce n'est pas de l'intelligence. Donc finalement, alors que nous, l'être humain, si effectivement on voit qu'il y a un pauvre gars qui a écrit un truc sur un sujet dans le web, parmi les terras et teraoctets de données, on se dira, bah non, ça ne peut pas être la réponse. D'ailleurs, on ne trouverait même pas ce petit bout-là stupide d'information là-dessus. Mais l'IA peut être effectivement un peu stupide parce qu'effectivement on ne fonctionne que par rapport à la donnée et ça c'est très important. La donnée est également très importante par rapport aux questions de manipulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait le test, mais effectivement, ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand on utilise des modèles d'IA chinois, si on commence à demander un petit peu comment ça se passe au niveau des démocraties en chinois, ainsi de suite, tout ça, c'est un petit peu biaisé finalement parce que les données qu'on autorise à traiter font que finalement on ne leur a pas traité de manière exhaustive les données, et certaines données vont manquer, donc le résultat, effectivement, sera faussé. Donc l'enjeu de la donnée est absolument considérable. Alors, cet enjeu de données, dans les différents modèles, il va être traité à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que les LLM, donc ChatGPT, Claude, Gemini, etc., Copilot, ils sont entraînés sur d'énormes masses de données génériques pour effectivement générer du résultat. Il est possible également d'aller entraîner, en plus de cet entraînement sur des données génériques, d'entraîner les modèles d'IA sur des données plus spécifiques. Donc typiquement, nos données, nous, architectes, nos données, nous, avocats, et c'est ce qu'on appelle dans ces cas-là, on appelle ça, excusez-moi pour l'anglicisme, mais c'est du fine-tuning, c'est qu'effectivement, on va à ce moment-là demander à ces modèles de s'entraîner sur des données qu'on lui met à disposition pour, entre guillemets, lui affiner les résultats en fonction des données spécifiques qui sont celles de nos métiers là-dessus. Donc ça c'est possible. Aujourd'hui, certains modèles d'IA, la plupart d'ailleurs, nous permettent effectivement aujourd'hui incrémenter nos données pour effectivement faire ajuster effectivement les résultats en fonction de certaines thématiques. Sur cet enjeu de données aussi, on a aujourd'hui des outils des LLM, des outils d'IA qui permettent de faire tourner une IA en local aussi. Parce que l'une des grosses craintes qu'il y a derrière architecte, avocat, alors on a deux craintes. J'ai deux craintes. Peut-être qu'il y en a-t-il plus. La première crainte, effectivement, c'est la confidentialité, c'est ce que nous disait le bâtonnier Follop, effectivement. Donner de la donnée à des modèles d'IA comme ça, la donnée confidentielle, bon, déontologiquement, il n'y a pas de sujet, on ne peut pas le faire là-dessus, donc effectivement, c'est le problème de confidentialité qui va être important. Deuxième sujet aussi, c'est si je donne mes données à une IA, j'ai du savoir-faire, c'est-à-dire que la manière dont au sein de chacun de nos cabinets, au sein de chaque agence, il y a un savoir-faire fou sur tous les différents projets. Si demain, j'upload et j'importe effectivement dans un outil d'IA l'ensemble de mes données, est-ce que finalement, ça va être utile pour moi, mais est-ce que je ne vais pas finalement être un peu trop généreux là-dessus, vis-à-vis de tout le monde là-dessus. Donc il y a un vrai sujet par rapport à cette question de données. Aujourd'hui, il est possible, avec des LLM type Mistral, par exemple,
d'installer, effectivement, Mistral en local, sur un ordinateur, son propre ordinateur, et de le faire tourner en local, de manière, effectivement, à ce qu'il tourne uniquement en cercle fermé sur nos propres données, et je dirais qui permettent également de gérer les règles de confidentialité là-dessus. Donc ça, c'est possible, et je dis ça, je ne vais pas aller plus loin, effectivement, sur ce sujet-là, mais il ne faut pas, je dirais, confidentialité, perte de savoir-faire, ce sont des sujets essentiels, mais ils peuvent être traités par les modèles d'IA actuels, et ils seront traités, et finalement, ce premier barrage qu'on voit tout de suite va être finalement levé très très rapidement, et ne peut pas être un frein, effectivement, à l'utilisation d'outils d'IA. Donc ça c'est... Autre élément toujours lié aux données, il y a beaucoup de sujets liés aux données, de toute façon vous avez compris, la donnée c'est le cœur du réacteur. C'est pas tant la donnée, il existe différents modèles de langage, il existe des modèles de langage propriétaires, et les modèles de langage open source. Je m'explique. Le propriétaire, c'est ChatGPT, Google, Gemini, Copilot, Microsoft. Donc, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui est une boîte fermée, c'est-à-dire on ne sait pas comment fonctionne le modèle. C'est-à-dire comment, effectivement, il va analyser la donnée, quels sont les différents paramètres, etc. etc. On n'est pas capable de... C'est la boîte noire. Effectivement, on l'utilise, mais on ne connaît pas la partie algorithmique, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Donc ça, c'est les modèles propriétaires. ChatGPT, Copilot, etc. Et on a d'autres modèles qu'on appelle open source. Open source, donc par exemple, il y en a chez Mistral, où effectivement, on a accès à des modèles, mais où la boîte est ouverte, entre guillemets. Donc on est capable de voir comment ça se passe à l'intérieur. Et c'est un enjeu qui est vraiment très très important, parce que ça nous permet effectivement de répondre à cette question de transparence. C'est comment sont traitées les données, quels sont les biais, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et je dirais, ça permet aussi de se rassurer à terme et de se dire, bon, finalement, on est capable quand même d'aller vérifier effectivement comment ça fonctionne derrière. Donc on ne va pas juste se faire manipuler par l'IA. Donc ça, c'était mon deuxième propos. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation des deux grandes familles. Alors comment après ça fonctionne techniquement, tout ça? Alors là, c'est là effectivement où je ne sais pas si je suis avocat ce matin. Vous m'appellerez monsieur et plus maître. Mais comment ça fonctionne? Alors je vais expliquer ça avec mes propres mots, selon ce que j'en ai compris. Donc l'IA, vous avez compris, je crois que le sujet de la donnée, l'IA s'entraîne sur des quantités massives de données. Comment l'IA va traiter ces données? L'IA va traiter les données, va créer ce qu'on appelle des tokens, des jetons en français en fait, va prendre chaque texte qu'on lui donne, ou chaque image, et va fragmenter chaque phrase en prenant individuellement les mots, ou en prenant la première partie du mot, etc., etc., etc. Fragmenter effectivement le texte, et pour créer ce qu'on appelle des tokens, ou des jetons, effectivement. Par exemple, c'est architecte, je ne sais pas, par exemple, ça pourrait être, il va prendre un token sur architecte, un sur archi, et un sur tech, là-dessus, voilà. Effectivement, il va segmenter, il va fractionner effectivement le texte qu'on lui donne, pour le traiter, le subdiviser dans tous les sens. Il va également, après, transformer ce bout de texte en valeur numérique. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est là en matière logicielle, souvent, il y a des développeurs logiciels, en fait, ils codent des logiciels, c'est un langage, en fait. Il y en a beaucoup qui parlent anglais ici, un codeur en logiciel, lui, il parle le langage informatique, c'est-à-dire qu'il est capable de coder, je dirais, dans un langage déterminé pour donner des instructions à une machine. Ce code, la manière dont il va coder, après, ça va être transformé numériquement dans ce qu'on appelle un code source, je dirais un code objet, pardon, excusez-moi, lui, il va faire le code source pour que la machine comprenne. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire que matière IA, c'est on segmente le texte en token, en jeton. Après, chaque token, on va affilier une valeur numérique à chaque token, et c'est à partir de cette valeur numérique que la machine va pouvoir traiter derrière, effectivement, le contenu. Donc, c'est vraiment la mécanique. Et alors après, comment ça se passe? J'ai traité ces données, je les ai segmentées, je leur ai mis des valeurs. Les valeurs ne vont pas être les mêmes en fonction
en fonction de comment c'est traité, parce que par exemple une donnée, on va peut-être par exemple émotionnellement se dire tiens, cette donnée, il y a une émotion associée à ce mot-là, donc je vais mettre une valeur numérique en ce sens, une autre, etc. etc. Donc c'est segmenté, mais c'est monstrueux en termes de traitement, en traitement de données. Et une fois que tout ça a été fait, quand une question est posée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment de l'intelligence derrière? Il y a des probabilités. C'est une probabilité après. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais traiter ces données, et la machine, en fonction de toutes les données qu'elle a rentrées et qu'elle a converties en valeur numérique, va progressivement me donner une réponse qui correspond au niveau, en termes de probabilité, le plus proche de ce qu'elle a pu traiter comme données là-dessus. D'où effectivement cet enjeu de données. Alors, j'ai mis un exemple juste là, assez simple. C'est là. Comment? Ça joue. Ça joue déjà? Faut pas que ça joue trop vite. Alors. Pour vous montrer, illustrer le fait que c'est de la probabilité, j'ai pris un exemple très très bête là-dessus. Je me suis dit, tiens, je vais demander à ChatGPT, je ne sais pas si tout le monde réussit à voir, je vais demander à ChatGPT quelle est ma couleur préférée là-dessus. Vraiment, effectivement, un petit moment d'émotion avec ChatGPT. Effectivement, bon, je vous dévoile un peu mon intimité quand même. Là, mais bon. Quelle est ma couleur préférée? Donc là, dans ces cas-là, ChatGPT va me répondre et va me dire, je sais pas. Dis-le-moi là-dessus. Je suis un peu pressant là-dessus, donc je lui dis, je repose la question et je lui dis, allez, s'il te plaît, dis-moi quelle est ma couleur préférée, quoi. Puis là, il est parti, là. Il me répond et puis il me dit c'est bleu. En fait. Il me dit c'est bleu parce que le bleu c'est plutôt les gens aiment le bleu. Les gens aiment le bleu là-dessus. Voilà, tout à fait là-dessus et je me dis bon c'est voilà, donc effectivement. Donc finalement c'est intéressant parce que là on voit effectivement probabilité, c'est-à-dire qu'effectivement dans les données traitées par ChatGPT, manifestement le bleu a un grand succès effectivement et c'est une couleur qui est très très appréciée. Alors je me suis dit que vous n'alliez pas trop croire à mon exemple, donc j'ai continué. Et je lui dis alors à ce moment-là, je vais te poser une autre question. Alors, ça prend un peu de temps parce que je faisais des fautes d'orthographe en tapant, j'ai essayé de les corriger là-dessus. Et je lui dis d'accord, très bien. Alors quel est mon téléphone préféré à ton avis? Alors voilà, alors je fais la faute, il faut que je la corrige. Là-dessus, c'est la magie du direct. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est humain. Ça, c'est effectivement, ça, c'est humain là-dessus. Et là, il me répond, il me dit iPhone. Il me dit si, tu aimes les iPhones. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt un iPhone 15 là-dessus. Donc, voilà. Si tant est qu'il fallait effectivement vous démontrer que tout ça, c'est de la probabilité, alors on a pris un exemple extrêmement simple, mais à partir de cet exemple extrêmement simple, on voit un peu comment ça fonctionne. Et ça permet aussi un petit peu aussi de mieux comprendre, entre guillemets, les bons et mauvais résultats, entre guillemets, derrière une IA. Voilà. Donc après, bon, les différentes LLM, je vous en ai déjà parlé juste avant. Tac. Je te laisse reprendre la parole. Merci. Alors, l'histoire des données, effectivement, j'en ai insisté là-dessus, parce que c'est ce qui explique le basculement, quand on a vu la courbe avec différents types d'IA. En fait, la reprise de l'IA symbolique est justifiée par le fait que les données ont été disponibles par Internet. Alors, une des questions se pose aussi par rapport au fonctionnement, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette fameuse boîte noire. Et Anthropic a fait une expérience dernièrement sur la langue, parce qu'on a parlé au départ de biais linguistiques éventuels. Et il s'est avéré que, en fait, le traitement à l'intérieur même du système est indépendant de la langue. Et ça, c'était assez surprenant de la part des chercheurs d'Anthropic qui ont fait cette expérience, qui ont mené cette expérience à la façon de neurobiologistes. En fait, comme quand on observe le cerveau, l'idée c'était de savoir comment fonctionne entre guillemets le cerveau numérique. Et ils ont proposé en 3 langues de demander l'opposé de petit, et pensaient que chaque langue allait finalement aller indexer dans son dictionnaire et puis regarder quel était l'opposé petit. Et en fait, c'est pas du tout la façon dont le système fonctionne, puisque ça rentre dans une zone où on est
dans plutôt des concepts. Et puis, en fait, le concept petit est associé au concept grand, et après ça ressort, et en fait, on a la traduction, où, enfin, dans chacune des langues, on a la réponse qui correspond à la question. Alors ça, c'est assez troublant. On a vu la même chose par le calcul, par exemple. Alors, pour le coup, ça va peut-être être un peu le côté inquiétant, parce que malgré tout, les statistiques, et on est à une frontière, on est à une marge quand même. Pour le calcul, par exemple, quand on demande de faire un calcul, on va dire par exemple 36 plus 42, combien ça fait, et on va avoir le résultat. En fait, quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur, on voit que dans le système, 36 c'est noté comme, bon, 36 c'est entre 30 et 40, et puis 42 c'est un peu plus près de 40. Donc le résultat doit être à peu près ça. Et finalement, on voit par des traitements comme ça, plutôt de l'ordre du concept, que finit par apparaître le résultat juste. La situation assez cocasse, c'est que quand on demande ensuite comment a été effectué le calcul, en fait, le système va, entre guillemets, mentir, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à la réponse humaine, il va dire « je fais une addition de cette nature-là ». Ce n'est pas du tout la façon dont le traitement est fait. Alors si on rentre à l'intérieur, effectivement, de ce que décrivait Pierre, en fait, on a ce qu'on appelle l'espace latent. Alors ça, c'est assez fascinant, puisque toutes les données sont là, donc dans un espace vectoriel, et la proximité statistique qui était évoquée par Pierre s'exprime par la distance qui existe entre les mots, la distance dans l'espace. Et effectivement, par rapport à une requête, on va regarder les vecteurs, la longueur du vecteur, et puis on va finalement prendre ce qui est au plus près. Donc ça, c'est par rapport au terme de loi. Alors c'est en anglais, puisque là, pour le coup, les exemples sont plutôt disponibles en anglais. Et là, c'est architecture, et c'est parfois étonnant de voir les rapprochements qui sont faits en chacune des... Et le petit dessin, enfin la petite animation en bas à gauche, c'est l'exploration de cet espace latent par rapport à la création d'une forme. Vous voyez comment on peut passer d'un fauteuil à une chaise simplement par le cheminement à l'intérieur de cet espace latent. Alors, pour la création d'une image, on est dans un système qui est assez différent. Alors, au départ, techniquement, les systèmes ont été entraînés avec des images qui sont bruitées. On va bruiter l'image. Alors, pourquoi c'est un chat? Parce que tout simplement, là encore, les données et la disponibilité des données. Et en fait, les photos les plus fréquentes disponibles sur Internet sont des photos de chats. Voilà. Aux yeux bleus. Et donc, on prend une photo de chat, on bruite. Alors, on décrit à peu près ce qu'est un chat. Effectivement, là, on est... ça me plaît beaucoup parce qu'on retrouve des approches structuralistes pour les spécialistes du langage, de dire quelque chose, et on retrouve ces descriptions. Donc on va bruiter cette photo, et puis après on va demander à revenir en arrière et à retrouver la photo d'origine. Vous avez dû voir dans ces séries policières parfois où on voit la caméra de surveillance qui prend un cliché de la plaque d'immatriculation, il y a 3 pixels visibles, et puis il y a quelqu'un qui dit non, pas de souci, et puis hop, on prend le gros plan et puis la chose toute faite. Alors quand on voit ça, on dit bon, mais en fait, ouais, pas si loin que ça. Sauf que dans la réalité, effectivement, ça a été entraîné pour faire en sorte qu'à partir d'un bruit de 100%, on puisse reconstituer une image. Mais qui, pour le coup, sera une image nouvelle, puisqu'elle n'a plus d'origine. Et c'est comme ça que l'on va créer un nouveau chat à partir d'un bruit dont on aura donné comme instruction, fais-moi un chat à partir de ce bruit-là. Et les images fonctionnent de cette façon-là. Et on regarde, là, il y a une petite animation justement qui est faite avec un système que je décrirai tout à l'heure. Et on voit bien comment, petit à petit, l'image va se constituer d'un bruit d'abord, et petit à petit, ça va devenir une habitation au bord de l'eau. Ouais. Alors, l'avenir par rapport à ça, si vous avez testé ChatGPT, vous avez vu que maintenant on peut faire des images avec ChatGPT. C'est-à-dire que encore une fois, ce qui est cloisonné devient de plus en plus intégré, puisque bon, ça fait l'actualité, le fait de faire des starting packs, là, ça starter pack avec ChatGPT, où finalement on donnait le prompt et puis chacun s'amusait à faire une image qui était un peu semblable en ajoutant sa photo ou quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans des systèmes qui s'interconnectent, et on reviendra dessus tout à l'heure.
En fait, la meilleure façon d'obtenir de très bons résultats quand on utilise l'IA, c'est d'utiliser l'IA. C'est comme pour les copies, corriger les copies, je suis sûr qu'il y a plein de bonnes notes. Et quand on fait des images, quand on veut faire de l'archi, en fait, souvent, repasser par l'IA, demander à l'IA de nous aider à constituer le bon prompt et la bonne commande permet d'avoir des résultats qui sont meilleurs. Et ce qui est en train d'arriver maintenant, enfin, parce que on n'a pas fait une précaution d'usage et langagière avant de commencer le propos, c'est que tout ce qui est dit aujourd'hui, évidemment, sera obsolète demain. Donc voilà, on prend quand même cette précaution. C'est d'avoir des systèmes d'agents, c'est-à-dire des IA. Alors ça, c'est très très important au niveau écologique et au niveau de la consommation d'énergie. Pour l'instant, on a des gros modèles qui consomment énormément d'énergie, mais on va avoir de plus en plus de petits modèles, et DeepSeek a ouvert la porte, le système chinois, qui vont répondre très rapidement à des requêtes plutôt courtes et faciles, et aller s'adresser après à des modèles spécialisés, effectivement, comme l'a évoqué Pierre. Donc, notre façon de travailler va changer en fonction de ça. Ça va être l'introduction des agents qui vont faire que des tâches qui sont jusqu'à présent dissociées vont être réassociées par ces systèmes qui vont aller se solliciter les uns les autres. Par exemple, je veux aller choisir un billet d'avion. Je ne vais pas aller me connecter sur le site, etc. J'ai juste à dire, je veux un billet d'avion pour aller là, et je vais avoir tout un enchaînement d'IA qui vont me proposer en tout cas ce que je voulais avoir. Alors peut-être une vision importante, c'est ce qu'on appelle la loi d'Amara. Donc c'est sur le développement d'une innovation, et cette fameuse phrase qu'il avait dite, alors c'est assez ancien, donc ça ne concernait pas l'IA, ça concernait d'autres technologies, mais il disait on a tendance à surestimer les effets d'une technologie à court terme et à sous-estimer à long terme. Et je pense qu'il faut vraiment méditer là-dessus, parce qu'on l'a vu avec Internet, au démarrage d'Internet, si on reprend les textes de l'époque, c'est assez intéressant de voir comment il y avait des enthousiastes qui disaient « Allez, tout va changer demain », un peu comme on est en train de faire. Et puis finalement, autour, on se dit « Non, je ne vois rien changer. Je n'utilise pas mon mail, je n'utilise pas pour réserver mes billets d'avion, je ne réserve pas pour faire le voyage en train, pour chercher de l'information, quoi que ce soit. » Et puis, voilà, bilan 20 ans après, 25 ans après, on voit qu'effectivement, les changements ont été beaucoup plus radicaux qu'on l'avait imaginé. Je ne pense pas qu'on ait imaginé dans les années 2000 que l'Internet puisse influencer les élections, par exemple, ou avoir un effet sur le suicide des jeunes, ou avoir des effets sur notre façon de considérer le monde. Donc, on sait que là, on va avoir des effets induits. Donc, la courbe d'Amara dit que, ben voilà, on est, et puis, nous avons l'impression qu'on est un petit peu dans le début de la descente, c'est-à-dire qu'on entend autour de nous aussi ouais, ben finalement j'ai testé, ça marche pas si bien que ça. Ouais, on en a beaucoup parlé, mais finalement c'est où? Ben, moi non, ça n'a pas changé ma façon de travailler. Donc là, tac tac, mais les choses sont en train de se constituer pendant ce temps-là. Et effectivement, la remontée va devoir être préparée. Merci pour cette super transition. Donc ça amène à un sujet, effectivement, j'entends souvent certaines personnes qui disent « j'ai testé, ça marche pas, et puis voilà, ça marche pas ». Alors après, il y a plusieurs raisons, c'est soit je voulais pas que ça marche, voilà. C'est possible, hein, tout à fait, ou la deuxième raison, c'est je l'ai peut-être pas utilisé exactement comment il faut l'utiliser pour avoir le bon résultat. Et c'est pour ça qu'on voulait s'arrêter rapidement sur la question du prompt, parce qu'effectivement, une intelligence artificielle ou générative, selon la manière dont on va l'interroger, on n'aura pas les mêmes résultats. Pas du tout là-dessus. Donc on n'aura pas du tout le même sentiment de rendu à la sortie, entre guillemets, sur la qualité du rendu fait par l'IA. Alors on a pris un exemple assez simple que je vais vous mettre effectivement toujours en vidéo. Alors, je ne sais pas si vous voyez, normalement vous voyez. Alors je posais, l'idée c'était en 3 temps effectivement de poser une question, effectivement d'interroger ChatGPT sur la même question mais posée différemment, voilà, pour voir effectivement comment ça se positionne. Oui. Qu'est-ce que le prompt? Alors merci, mais vous avez raison, c'est très
Ben, c'est ça. Effectivement. Le prompt, c'est qu'effectivement, toutes ChatGPT, toutes les intelligences artificielles, pour qu'elles vous génèrent du contenu, du texte, de l'image ou de la vidéo, il faut à un moment donné qu'on les interroge pour leur dire merci, merci, je parle pour nous avocats, peux-tu s'il te plaît, j'ai une telle situation, peux-tu s'il te plaît me dire quels sont mes droits dans telle situation là-dessus. Donc ça va être un prompt, c'est-à-dire que je vais poser une situation à l'intelligence artificielle et je vais lui demander de répondre à la situation, à la question que je lui pose. Ça c'est le prompt. Le prompt c'est le dialogue, c'est la manière dont on interroge. C'est la question, c'est la question, c'est la question. Mais selon la manière dont on a posé la question, on n'aura pas toujours la même réponse, alors que ça sera toujours le même sujet. Donc d'où l'importance effectivement de bien poser sa question. Voilà, donc ça c'est vraiment l'enjeu. Et merci d'avoir posé la question, effectivement, j'enfonçais la porte que je pensais ouverte, mais en fait je me suis pris en pleine figure, et je vous remercie. Donc ça va être ça. Donc là, sur un cas qui est... j'ai pris un cas moi, dans ma matière, l'un des sujets en propriété intellectuelle, en posant une question, là, en disant, bon, j'ai quelqu'un, un architecte, effectivement, qui a fait un projet. Aujourd'hui, le propriétaire a racheté le bien d'à côté, veut détruire et étendre le projet architectural, et je souhaite m'y opposer. Merci de me faire un courrier là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, j'ai posé la question relativement simplement. Donc, ça va donner ça. Ce qui est déjà assez assourdissant, c'est la vitesse. C'est... C'est la magie du direct. Voilà, tout à fait. Donc la question est posée simplement, et on voit finalement que ChatGPT est plutôt assez pertinent, c'est-à-dire qu'il va sur le bon sujet, tout de suite. Il va tout de suite sur le bon sujet. Là-dessus, il y a effectivement la question du droit moral et du droit au respect de l'œuvre, effectivement, de l'architecte. Mais bon, après, on s'est dit, ok, ça, l'avait posé la question simplement. Et si je pose la question de manière un petit peu plus précise, qu'est-ce que ça peut donner? Donc je repose effectivement là. Attendez, c'est pas la bonne. Donc là, je vais poser la question un peu plus en mode expert, où j'ai écrit qui j'étais, ma qualité, j'ai donné plus de détails. J'ai essayé de décrire l'œuvre, alors vous m'excuserez, hein, j'ai essayé de décrire que effectivement l'œuvre est originale pour telle ou telle raison. J'ai fait ça vraiment de manière très comme un avocat peut le faire, quoi. Je dis, voilà, je suis pas architecte. Et là il me répond, donc il me propose effectivement un projet de mise en demeure. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il écrit maître au démarrage, donc ça c'est effectivement les petits bugs, effectivement, alors qu'il avait mis monsieur avant, dans le courrier d'avant, quoi. Mais là, comme je lui ai donné plus de matière, au départ, il pose le cadre des droits, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'il y a des droits sur cette œuvre architecturale, et il déduit des droits, effectivement, le fait qu'il y a une atteinte aux droits. C'est plus détaillé, c'est plus précis. Donc on voit finalement, en donnant un peu plus de contexte, d'éléments de contexte, qu'on a un résultat qui est un peu différent et qui est plus complet. Alors, autre possibilité qui existe, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que on peut également demander à ChatGPT de nous aider à faire un prompt. Ça paraît dingue, on se dit, c'est moi qui pose la question, mais en fait je peux lui demander de m'aider à poser la question. Là-dessus. Et donc ça c'est tout à fait possible. Donc effectivement là c'est le troisième cas. On lui a demandé, je lui ai dit bon sur le sujet d'avant, est-ce que tu pourrais me formaliser s'il te plaît? Alors moi je tutoie toujours ChatGPT. Si vous tutoyez pas, vous dites pas merci, vous aurez les mêmes résultats, mais je sais pas, une sorte de c'est côté très urbain. Effectivement là-dessus, effectivement, c'est-à-dire que effectivement quand on parle aux gens, effectivement on leur dit merci s'il te plaît là-dessus. Bon, ça reste. Je ne sais pas, peut-être qu'en 2030, on verra, ce qu'il en restera dans 50 ans, mais en tout cas, bon, pour le moment, effectivement, toujours poli, mais ça ne change rien pour le résultat. Donc là, je lui ai demandé effectivement de faire un prompt, ce qu'il a fait.
que vous avez remarqué, juste qu'il y a eu des fautes d'orthographe de ma part à certains endroits, il les a corrigées même après. Donc là, il m'a reformulé en me faisant un prompt. Donc je lui demande effectivement de répondre à cette question-là selon le prompt qu'il a fait. Et là, à la sortie, il me refait un courrier qui est un petit peu plus étoffé, effectivement, bon, assez proche de celui d'avant, parce qu'effectivement, celui d'avant, déjà, j'avais mis pas mal de matière. Mais on voit effectivement que selon la manière dont on pose les questions, on n'aura pas le même résultat, on n'aura pas la même qualité, et surtout, ce dont on se rend compte, c'est que c'est pas si mal que ça, en fait. Donc, effectivement. C'est pas si mal que ça, et qu'en fait, effectivement, la question IA, j'y vais ou j'y vais pas, moi, à mon avis, je pense qu'il faut y aller un petit peu. Parce qu'effectivement, peut-être que notre valeur va peut-être se déporter, se déplacer, ainsi de suite, tout ça, mais effectivement, on voit quand même qu'il y a des mouvements qui se passent, derrière. Tant préciser que la première question que je lui ai posée, je lui ai absolument pas parlé de droit moral, je lui ai pas parlé de droit d'auteur, je lui ai rien donné. Hein. Rien. Par contre, Claire, oui. pas la formule déontologique. Donc, il y a pas oui. Faut bien qu'on facture pour quelque chose, quand même. Ça, c'est la partie humaine. Non, mais on fera la mise en page, la partie déonto, la petite touche humaine. La petite touche humaine, non, une petite jurisprudence, tout ça là-dessus, voilà. Voilà. Non mais tu as raison, merci Claire. Merci. Donc voilà, donc l'importance effectivement du prompt dans l'utilisation de l'IA, et ça c'est vraiment fondamental. Je te repasse la main. Alors, évidemment, les préoccupations sont tout à fait communes avec l'architecture. Alors, encore une fois, par rapport aux origines, on est quand même dans quelque chose pour laquelle nous étions un peu préparés. Et l'utilisation des systèmes algorithmiques, je pense à... Alors, je vais jargonner un peu pour les architectes, mais les grasshoppers permettaient d'une certaine manière de nous habituer, de nous amener à ce monde-là. Et la transition se fait de façon assez naturelle, et puis je pense que chez MVRDV, ils vont nous dire que ce sont un peu les mêmes personnes qui sont passées de l'un à l'autre, et que les BIM managers ou les grasshoppers spécialistes deviennent les IA spécialistes ou les... voilà. En même temps, c'est une façon un petit peu différente de concevoir. Et là, quand Philippe parlait tout à l'heure de changement de paradigme, effectivement, on peut interroger un premier changement de paradigme dans cette question-là. C'est-à-dire qu'entre une conception qui cherche à améliorer une hypothèse de départ et qui va l'interroger, la polir, etc., et puis un système où on va rentrer énormément de données d'entrée et finalement où on va générer par la conception générative, c'est-à-dire que comme... conception générative, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de résultats à la question que l'on pose. Et de plus en plus, l'IA nous confronte à cela, c'est-à-dire que à partir d'une hypothèse de départ, on va avoir beaucoup de solutions, des centaines, des milliers parfois, et finalement le travail va être aussi et c'est là où on retrouve la dimension humaine, de savoir par expérience, par compétence, par culture, dans ces solutions, quelles seront les bonnes. Et quand on parle de droit, par exemple, à l'image de copie, de plagiat, etc., en fait, c'est là où on retrouve l'image, enfin, le système ne va pas faire du plagiat exprès, elle peut accidentellement reproduire quelque chose qui ressemble à quelque chose d'existant, mais c'est quand même à la personne, au spécialiste ou à la spécialiste de dire non, ça ressemble trop à ça, et je vais aller choisir une autre solution ailleurs, parmi les dizaines ou les centaines que j'ai. Donc, ce saut, il se fait, là c'est une copie d'écran de ConfigUI, où on a des systèmes qui sont un peu similaires, et là, comme Pierre les avait évoqués tout à l'heure, c'est un système qui est en local, et donc il n'utilise pas des ressources extérieures. Alors, pour l'instant, que se passe-t-il? On a eu des démonstrations dans le domaine du droit. Le prompt, pour faire du plan d'architecture, si on utilise ChatGPT,
c'est bien pour s'amuser, pour avoir des résultats qui sont amusants, parce que pour l'instant ça ne fonctionne pas exactement, ça a l'air, hein, ça a vraiment la couleur de quelque chose qui paraît juste, et en même temps quand on regarde dans les détails, il y a plein d'erreurs, et des erreurs qui sont assez cocasses, et je veux dire que pour l'instant, mais cette copie d'écran est bien mieux que celle qui avait été effectuée il y a un mois, où là il y avait vraiment des incongruités énormes, et 2 mois où là ça ne marchait pas. Donc ça évolue très très vite. Donc là encore, ce qui est dit aujourd'hui, prudence, prudence, je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis qu'à l'heure actuelle, on a encore des choses qui sont un peu incongrues. En revanche, ce qui fonctionne déjà bien, et là encore c'est un héritage de ce qui était développé dans le monde génératif, donc lié à Grasshopper entre autres, c'est la conception automatique de plans à partir d'un programme. Donc on donne le programme d'investissement et puis le plan va pouvoir être généré de façon automatique. Alors là, ici, chez Finch, c'est de façon générative, c'est-à-dire qu'on va avoir là encore des dizaines et des dizaines de solutions avec ce qu'on appelle techniquement parlant le front de Pareto, c'est-à-dire là où les solutions seront les meilleures. Et puis après, on explore à l'intérieur et puis on va faire ce fameux fine-tuning dont on parlait tout à l'heure. Alors des offres se développent, se multiplient. Hein. Ici, c'est celle de Stanislas Chaillot qui a fait cette fameuse thèse sur IA et architecture peu avant 2022, qui a déjà étonné tout le monde. Et puis, c'est intégré maintenant dans les outils classiques des architectes, comme Revit par exemple, ou avec PlanFinder, on a juste à déterminer finalement des contours et en fonction du programme qui est donné, on va avoir des suggestions. Alors là encore, c'est pas, le travail n'est pas fait à notre place, ce sont des suggestions. Et dans ces suggestions, finalement, on va choisir celles qui conviennent le mieux. Et il y a un système de prompt également qui fait qu'on peut aussi dire un peu plus grand, un peu plus petit, déplace-moi ça, etc. Et puis après, il y a des systèmes qui sont un peu plus généraux. On reviendra sur Forma tout à l'heure, alors qu'ils se développent beaucoup aux États-Unis. Et les collègues là-bas aux États-Unis disent qu'ils commencent à l'utiliser assez massivement, où on donne le brief, le programme, et là on va avoir l'étude de site, on va avoir toute l'étude environnementale qui va être faite de façon quasiment automatique, et puis des suggestions de développement, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire les capacités à construire que l'on peut connaître. Donc ça, c'est en train de se développer assez rapidement, et là-bas, c'est utilisé. Alors, ça pose une question particulière par rapport à la pratique, et de dire, effectivement, finalement, quel sera mon métier. Alors, ce sont des débuts de questions que l'on pose ici, et on a un exemple assez étonnant, cette société cubique que j'ai interrogée et qui dit, moi je vous fais votre faisabilité en 24 heures. Donc j'utilise l'IA, ils font principalement de l'aménagement de bureaux et en fait ils disent, vous envoyez votre programme et en 24 heures, donc par retour finalement presque du courrier, vous aurez le plan, vous aurez les 3D, vous aurez le devis, enfin l'estimatif, vous aurez la visite virtuelle et vous aurez les images, enfin tout le paquet. Et je les ai interrogés, je dis mais si jamais le client n'est pas satisfait de la proposition, que se passe-t-il? Et la réponse est de dire mais de toute façon on itère de façon tellement rapide que ce sera toujours plus économique de faire 1, 2, 3 itérations que vous passiez une semaine ou un mois sur le même projet. Et ça, alors là, on ouvre un chapitre qui est un peu nouveau, qui s'appelle Design as a Service, c'est-à-dire qu'en fait, on dit, voilà, la prestation, ce n'est plus ce dialogue, mais c'est un service, et des sociétés anglo-saxonnes commencent à proposer cette forme-là. Nous, ça nous interroge, ça va nous interroger, parce qu'il se peut que ça éclose de façon assez fréquente. Alors, quand on regarde pour l'instant ce qui se passe, alors les collègues de MVRDV vont pouvoir alimenter énormément d'exemples par rapport à ça, mais on voit quand même que si on prend le développement classique d'un projet tel que c'est fait par cette dénomination, en fait, l'IA ne va pas pouvoir
fonctionner sur un flux continu sur l'ensemble des étapes. Ça, c'est clair. Pour l'instant, et encore, c'est toujours les précautions d'usage de dire pour l'instant. Pour l'instant, il y a des trous. C'est d'ailleurs qu'on peut être assez... faire pas mal de choses au niveau de l'esquisse, on peut faire pas mal de choses au niveau de l'avant-projet, mais par exemple, pour passer d'une esquisse image à, par exemple, un plan, ben, pour l'instant, il n'y a pas. On est obligé de retraiter de façon classique, si je puis dire, au manuel ou pas, mais on n'a pas des enchaînements comme ça qui se font et qui diraient ben, je mets mon prompt de départ et puis j'ai finalement mon dossier, bien que j'ai un exemple que je ne montre pas ici, où une société prétend le faire. On fait le prompt de départ et on a le dossier de plan à l'arrivée. En revanche, ce qui fonctionne plutôt pas mal, c'est tout ce qui est diagnostic, concertation, études préliminaires, etc. Où là, on va pouvoir, parce que l'on est dans un système de dialogue, pouvoir travailler sur du dialogue citoyen et on reviendra dessus. Alors côté avocat, au niveau des usages, alors c'est un parti pris de ma part, c'est-à-dire que quand on pense IA côté avocat, on pense souvent juridique, c'est-à-dire consultation, recherche, etc. Pour moi, l'IA, je suis pas seul à le penser d'ailleurs, c'est qu'elle ne va pas simplement nous aider pour notre métier de base en tant qu'avocat, c'est-à-dire qu'elle nous aider sur toutes les actions qu'on doit faire au quotidien là-dessus. Je pense que l'IA, il faut le voir comme un outil qui va nous permettre de nous décharger de tâches qu'on fait au quotidien, qui parfois ne sont pas toujours nécessairement juridiques, mais qu'on doit faire, et qui nous fassent gagner du temps là-dessus. Donc c'est pour ça que le parti pris a été de se dire, faire un peu un tour de ce qu'on peut utiliser pour, je dirais, nous alléger, dans notre exercice professionnel. Parce qu'effectivement, chez les avocats, il y a des gens qui sont en individuel, qui sont à 3, qui sont à 20, qui sont à 100. Et finalement, selon la taille et la manière dont on est l'exercice qu'on a, l'IA peut vraiment être un outil qui peut vraiment simplifier la vie au quotidien en fonction de sa taille, etc. là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un parti pris. Alors si on voit juste, ça c'est juste cet exemple toujours, et ça sera ma dernière vidéo, effectivement sur l'idée sur la communication tout simplement, parce qu'effectivement les avocats aujourd'hui on est amenés à communiquer voilà, sur notre compétence. Typiquement, et ça je pense que j'enfonce probablement une porte qui est déjà ouverte, mais je l'enfonce parce qu'effectivement parfois voilà, demander à ChatGPT m'aider à faire des posts sur LinkedIn, sur des publications qui sont sur mon site, parce qu'effectivement faire un post ça prend du temps. Typiquement là c'est un article qui a été fait au cabinet, toujours sur le sujet effectivement du respect à l'intégrité de l'œuvre de l'architecte, et je lui demande de faire je dis rapidement, effectivement, un post LinkedIn sur le ton de l'humour. Alors ça, c'est dangereux, ça. Il n'est pas exclu que j'ai fait d'autres tests et que je les ai mis de côté. Mais effectivement, celui-là m'a semblé effectivement acceptable pour le diffuser. Et puis si Laurent n'a rien dit en regardant, ou alors il voulait vraiment là-dessus. Donc voilà, donc je pose ça. Et je vous demande effectivement de me faire un petit post sur LinkedIn sur le sujet. Alors, après, on aime l'humour, on l'aime pas. Bon, mais... Donc là, sur la base d'un contenu qui est nôtre, effectivement, on demande une assistance effectivement, à l'IA pour effectivement faire ce post sur LinkedIn. Voilà. Donc après on peut le retravailler, etc. mais on gagne du temps. Voilà. Donc c'est vraiment dans ce souci, dans ce sujet-là, effectivement, l'IA peut nous permettre de gagner du temps. Alors, je te repasse la main, dans le cas d'usage. Alors, le cas d'usage était évoqué la concertation publique. Ici, ce sont des exemples qui ont été menés pour parler en fait, dans le grand débat qu'il y a actuellement à Nantes Métropole sur Nantes 2050, donc les visions de Nantes. Alors, ce qui est nouveau par rapport à ça, c'est le temps réel. En fait, le temps réel, on ne l'a pas encore évoqué, mais ça va être une des données d'entrée les plus importantes. C'est-à-dire le temps réel nous permet d'aller très très vite, pratiquement immédiatement, avoir des résultats. Ce qui pose des questions sur la maturation de la réflexion, ce qui pose des questions sur la valeur justement de quelque chose qui avant prenait une semaine et qui se fait en quelques instants. Mais le temps réel favorise aussi le dialogue. Et là, l'idée, c'était de dire, les gens viennent parler de la ville, on prend leurs mots, on fait
textes, des prompts. Donc, à partir de leurs propres paroles, on a les images qui correspondent à ce qu'ils viennent de nous décrire et on demande si c'est bien ce qu'ils avaient en tête. Toujours avec cette idée de dire, vous voyez ce que je veux dire? C'était ça, c'était bien, c'est comme ça. Et ça permet aussi de travailler assez finement avec une technique qui s'appelle inpainting, par exemple, et d'utiliser des sites existants, de détourer certains endroits et puis de dire, voilà, est-ce qu'on peut l'imaginer comme ça ensemble? Alors là, c'est quand Nantes sera pris par les eaux et redeviendra la Venise de l'Ouest d'ici peu, hein, normalement. Si tout va bien, ou alors ici c'est un exemple qui a été fait à Récif où l'utilisation des espaces publics, voilà, est traitée avec les gens et puis on discute de savoir si on est bien d'accord sur les termes qui sont utilisés, sur les termes qui sont employés. Est-ce qu'on a bien ensemble la même image en tête quand on parle de l'avenir de la vie? Je reprends la main, je crois qu'il me reste un peu moins de 5 minutes. C'est ça. Donc, alors, autre usage chez les avocats, on peut même reprocher aux avocats finalement d'avoir un discours un peu complexe, de ne pas savoir présenter les choses de manière, je dirais, compréhensible pour la personne qui n'est pas juriste. Donc on parle souvent de ce qu'on appelle du legal design, effectivement, la manière de présenter effectivement nos actes en legal design. Donc, typiquement, des outils d'IA, Napkin nous permet, on donne un texte, il va nous faire un schéma explicatif pour expliquer effectivement le message qu'on veut passer, quoi. Donc typiquement, ça c'est une IA qui peut nous aider demain dans notre démarche de legal design. Autre outil, Gamma, effectivement, pour Gamma, j'ai les questions de PowerPoint, effectivement, générer en automatique un PowerPoint sous notre masque en gagnant du temps, toujours dans la même démarche, pour que c'est quelque chose qui soit plutôt intelligible, compréhensible par le client. Donc, sur la partie legal design, ça peut vraiment aider. Pour tester également un inventaire très très rapide des solutions en ligne, une très intéressante de ce format qui commence à être pas mal utilisé dans les cabinets, c'est le fait de pouvoir faire des études de sites complètes avec aérolique, solaire, le bruit, etc. Donc une première approche. Et puis après, si on veut tester des transformations, enfin des opérations sur les images. Alors, je n'ai pas abordé la question des textes, puisque finalement c'est assez proche de ce qu'on a vu dans la partie liée aux avocats, mais sur la manipulation d'images, il y a quelques sites qui sont spécialisés, on va dire, dont les premières itérations sont gratuites. Voilà, on a promis Lookex, qui est un site chinois. Vous savez que tout arrive de Chine maintenant. Et avec des opérations très préparées, on va dire, pour les usages de l'architecte. Vous avez évidemment Midjourney qui maintenant se développe de plus en plus et permet de faire des choses comme ça, c'est-à-dire de partir d'une maquette et puis d'avoir des rendus à partir de croquis, à partir de maquettes. Donc ça se fait relativement facilement. C'est en ligne avec Midjourney. Et on a Créa, qui est un site qui se développe très très vite et qui permet de créer des images, d'améliorer les prompts, de faire de la vidéo. Voilà, ça c'est... Alors ça, effectivement, je bascule côté avocat, l'audit de contrat, on a aujourd'hui des IA qui permettent effectivement d'assister les juristes et les avocats dans l'audit de contrat. Typiquement, Tomorrow, on incrémente le contrat, il nous aide dans le suivi des révisions, il va identifier, dire il y a eu telle modification, ça c'est problématique, pour telle raison, machin, tout ça, ainsi de suite. Donc effectivement, un outil d'assistance, je dis bien assistance à l'audit de contrat. Il y a des décisionnaires étant toujours l'avocat, pardon, excusez-moi. Donc ça, voilà, ça, typiquement, effectivement, ce sont des outils qui existent aujourd'hui, et il y en a pléthore, effectivement, dans la matière juridique. Voilà, puis ensuite, on évoquait des outils en local, donc là, on peut développer son système, c'est intéressant pour les agences, pour ne pas être dépendant des abonnements et puis de traiter de façon confidentielle leurs informations, avec des systèmes qui ressemblent un petit peu à Grasshopper, mais qui se simplifient de plus en plus. Ça, c'est celui qui est adossé à Gemini. Vous voyez qu'on peut mettre une 3D temps réel, on met un exemple d'environnement dans lequel on veut travailler, on peut rajouter des personnages, on dit assemble-moi tout ça, et ça va le faire en un instant. Traitement du croquis.
Alors toujours pour les avocats, alors je pense que tous les prestataires d'éditeurs juridiques qui proposent des outils d'IA, en fait, pour qu'ils nous les présentent, pour qu'on puisse les tester ici en bêta-test, pour voir effectivement s'il n'y a pas un intérêt à avoir une offre collective, effectivement, à l'instar de l'Exbase, sur un outil d'IA pour les confrères du barreau de Nantes. Donc il y en a plusieurs, notamment on a rencontré des gens qui s'appellent des gens de Gemini, bien évidemment Doctrine, qui propose également des outils. On a l'Exbase qui propose un add-on d'IA, on a Génial de Dalloz. Voilà, alors, par exemple, Génial de Dalloz pose des questions et est très très performant, mais par contre, quand on a le résultat, la réponse, on n'a pas accès aux sources si on n'est pas abonné, effectivement. Donc la question se pose la question de savoir est-ce que c'est pertinent d'avoir un outil où quand on n'a pas accès aux sources derrière. Voilà, petite question. Je pose la question. On a également des outils comme Ordali, effectivement, qui permettent effectivement. Donc ça va faire de la recherche juridique, ça va préparer du texte, répondre à la réponse juridique, ça va permettre aussi également de trier, interpréter des pièces, effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les dossiers, on a beaucoup de pièces parfois, et on dit parfois souvent que le diable est chez l'adversaire, donc dans les pièces adverses. Et effectivement, je pense que l'IA, typiquement, pourra nous aider demain, selon un prompt déterminé, à aller chercher des informations dans des pièces qui vont dans notre sens, à l'encontre de la partie adverse. Donc, typiquement, ça, c'est un usage. Donc, je vais peut-être galoper pour aller à la conclusion. Oui. Ouais. Donc d'autres exemples comme ça pour simplement déterminer les trois enjeux restants qui sont aussi des enjeux à la fois méthodologiques et puis techniques. Le premier, c'est la gestion de l'abondance. On va avoir beaucoup de choses. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'informations qui nous arrivaient. Maintenant, on doit gérer l'excès ou l'abondance de conception. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Le deuxième enjeu, c'est ce qu'on appelle la commodisation, c'est-à-dire que est-ce qu'on ne va pas aller vers des exemples qui vont tous se ressembler d'une certaine manière et comment recréer de l'originalité à partir de systèmes qui vont avoir tendance à standardiser les choses. Donc là, il y a un vrai effort. Effectivement, le travail sur le prompt va être tout à fait essentiel pour échapper à cette forme de commodisation que l'on voit déjà à l'œuvre et qui peut nous inquiéter. Et le troisième sujet, qui est un sujet technique, qui est celui de l'alignement. Puisque quand on pose la question, en fait, il faut que la question soit suffisamment bien posée pour que la réponse soit pertinente. Et ça, c'est un des enjeux majeurs de l'IA, cette question de l'alignement, puisqu'on peut avoir des résultats très décalés, on va dire, ou très inattendus. Par exemple, si on dit il faudrait résoudre la question écologique sur Terre, et si on laisse la question très ouverte comme ça, l'IA va nous répondre « éliminer les êtres humains et vous avez réglé votre problème ». Donc là, typiquement, ce n'est pas la réponse qu'on attendait forcément, donc c'est une question d'alignement. Voilà, et puis il reste toujours ça qui nous sert de conclusion. Il y a des choses qui, de toute façon, ne seront pas... Merci à tous pour votre attention.